Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mathieu et moi-même sommes ravis de vous retrouver sous le soleil cannois et sous le vent aujourd'hui pour votre rendez-vous quotidien des Cannes Prime Time. Nous allons décrypter avec vous la technique des films en sélection officielle du Festival de Cannes et nous présenterons l'actualité de la CST. Bonjour Alexia, alors pour ceux qui étaient en séance de minuit hier et qui ont vu Twilight, c'est plus que du vent que nous avons, c'est un cyclone. Nous avons autour de la table aujourd'hui Quentin Dufournay, bonjour, directeur du cinéma Le Club à Grenoble, Manon Kerjean, programmatrice pour Lost in Translation, bonjour. Vous allez tous les deux nous parler accessibilité et inclusion des salles de cinéma. Mélanie Toubeau, bienvenue, vous animez des contenus sur le cinéma pour le web, mais pas uniquement aussi des podcasts. Et Evgenia Alexandrova, bienvenue, vous êtes la chef opératrice du film Les femmes au balcon qui sera présenté en séance de minuit demain samedi soir et vous êtes nommée au prix de la jeune technicienne de la CST. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Et tout de suite, on remonte les marches. Alors, 2 films étaient présentés hier en compétition officielle. Bird d'Andrea Arnold et Megalopolis de Francis Ford Coppola. Mélanie, vous les avez vus ? Alors moi, j'ai vu le Coppola, effectivement, hier en séance presse. Un petit film d'après-midi de 2h15 dans lequel on ressort... dans lequel on a envie de ressortir et en même temps, non, c'est... Je pense que... C'est à la fois un des films les plus impressionnants que j'ai vu à Cannes et aussi peut-être un des plus mauvais, je sais pas trop en fait. Est-ce que vous avez vu le Napoléon dont on présentait la première partie ? Non, je n'étais pas encore là, mais j'irai le voir d'Abel Gance. J'irai le voir à la Cinémathèque française cet été. Mais non, là effectivement... Là, je pense qu'effectivement, le film porte très bien son nom, vu qu'on est sur un film de gros mégalos. C'est vraiment ça, de toute façon, le but, l'histoire, vraiment, c'est... Ah oui, j'ai lu ça tout à l'heure qui m'a fait beaucoup rire, c'est il y a eu cette petite traîne, cette petite tendance sur les réseaux il y a pas très longtemps de les hommes, combien de fois vous pensez à l'Empire romain par jour ? Et Coppola, je pense à peu près sa journée entière, non-stop, vu que c'est donc une histoire, l'Empire romain, mais actuelle, sous cette création d'une mégalopolis, avec, un péplum postmoderne. C'est exactement ça, avec beaucoup de science-fiction aussi. C'est pas trop pourquoi, avec Adam Driver dans le rôle principal. C'est pour ça que je vous citais Abel Gance, c'est parce qu'il y a un personnage d'inventeur, un peu poète, et qui fait penser effectivement à des personnages récurrents qu'on retrouve dans la cinématographie de Gance. Moi, j'ai surtout vu, on reste sur du police, mais Metropolis, en fait, il y a justement la création aussi le film de Cronenberg qui était présenté à Cannes. Alors non, je pensais plutôt à Metropolis de Fritz Lang. On est quelques années avant. De Cronenberg. Cosmopolis. Mais en fait, dès qu'il y a police dedans, on est effectivement sur de l'inventeur un petit peu fou. Le personnage qui est effectivement Adam Driver, qui est chargé de l'urbanisme de Mégalopolis. Et fou, je pense que c'est gentil même comme terme. Mais en vrai, dans la salle, donc j'étais en séance presse, j'ai entendu beaucoup de gens souffler. Mais en même temps, on applaudissait beaucoup aussi parce que c'est une proposition incroyable. C'est vraiment, j'avais jamais vraiment vu ça. Si à la limite, Annette, dans l'idée de, on essaye de créer quelque chose qui n'existe pas, de recréer une mythologie. Enfin, ça, j'ai bien aimé, pour le coup, vraiment tout le côté, justement, recréation de la mythologie. Et à l'image, c'est absolument magnifique. Parfois, c'est un peu trop. Disons que certaines personnes ont dit que c'était un nanar à 120 millions de dollars. Et c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là sur certains aspects. Et en même temps, ça montre quelque chose d'assez incroyable. Donc, je suis encore un peu... je sais pas trop encore comment me positionner. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je comprends qu'on n'en passe pas un de bon moment. Evgenia, vous aviez l'air de hocher de la tête quand Mélanie parlait de l'image. Non, mais de l'image et de Annette. Est-ce que...
Moi, j'ai eu exactement la même réflexion pendant la projection du film, et pas seulement parce qu'il y a Adam Driver qui joue dedans, mais il avait quelque chose dans la façon de filmer. Je reconnaissais un peu Caroline Champetier dans la photographie le film de Coppola. Il avait pas mal de plans un peu en contre-plongée qui venaient chercher le personnage, et il avait quelque chose de rythme de film musical, en fait, qui du coup résonnait aussi dans ce film. Et puis, oui, je suis d'accord, l'image, elle était poussée, elle allait loin dans des highlights, il a beaucoup de flair, beaucoup des éléments peut-être un peu kitsch, mais du coup, ça va très bien dans le film et dans cette folie. Et des effets spéciaux, peut-être là, il est un peu trop pour dévoiler beaucoup de choses sur les femmes au balcon, mais il y a eu des utilisations aussi d'effets spéciaux dans le film que vous avez tourné? Oui, dans le film que nous avons tourné, il y a eu des effets spéciaux et qui vont aussi peut-être dans ce sens un tout petit peu kitsch, parce que il y a quelques effets qui sont un peu de genre 2010, mais que je trouve que le registre du film, il fait qu'on l'accepte. Et puis il y a d'autres effets spéciaux qui sont un peu moins visibles, j'espère moins visibles à l'œil humain. Vous allez les découvrir. On avait d'ailleurs hier Pierre-Marie Boyer des Tontons Truqueurs qui expliquait justement que des séquences... Qui vous avez travaillé? Tout à fait, c'était une collaboration très intéressante parce qu'ils ont utilisé sur notre plateau une technique que moi j'ai jamais vue avant. En fait, on avait des découvertes qui donnaient sur un bâtiment, et pour des raisons X ou Y, on ne pouvait pas filmer vraiment en face de ce bâtiment, et donc il avait toute une technique de scan installée par les Tontons Truqueurs. Ils avaient scanné le bâtiment en question avec des drones, et après, quand on tournait nos scènes, on pouvait voir sur les moniteurs en temps réel les effets incrustés déjà. C'était très 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 utile déjà pour moi, pour Noémie, pour voir à quoi ressemblera le résultat final. Et du point de vue de l'image, donc Coppola, on l'a vu hier, il y a beaucoup de changements de format à l'intérieur de son film. Il utilise aussi des triptyques, beaucoup d'hommages à Abel Gance. Il a beaucoup travaillé pour la restauration du film Napoléon d'Abel Gance. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça, de ces changements de format, et peut-être aussi, vous, en tant que chef opératrice, comment vous aborderiez ce genre de travail-là sur le tournage? Excusez-moi, beaucoup de vent, ça se voit. En fait, ce qui est intéressant avec justement ce triptyque, effectivement, donc l'écran est séparé en trois parties, mais ces trois parties en fait qui se répondent, et parfois c'en est qu'une seule. En fait, justement, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où il y avait une véritable raison, et un autre moment où c'était juste montrer qu'en fait il y a une géométrie dans l'image, sans forcément créer trois parties, mais en découpant un seul paysage en trois. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, de pourquoi ça avait été fait, en quel sens, comment le chef opérateur avait réfléchi à ça. Donc si tu as des réponses, ce genre d'idées, moi j'essaye de comprendre pourquoi l'utilisation de ce triptyque, justement. Moi, je sais pas du tout, j'avoue, aucune idée. Par contre, j'allais te poser la question, pourquoi changement de format est sorti du cinéma à un moment donné, sans vouloir spoiler? Oui, alors c'est vrai que, mais j'essaye de pas trop le spoiler. C'est en fait, c'est aussi pour ça, je pense que le film de Coppola est assez admirable, et j'ai envie de savoir comment il va être exploité. C'est qu'on a une sortie d'écran. Je peux pas. Je pense que sans spoiler, tu peux quand même le raconter. Ah non, c'est dommage. Ouais, mais disons qu'il y a un moment dans le film où le film s'arrête pour que il y ait une interaction avec la scène. Voilà, je vais pas en dire plus. Parce que en fait, c'est tellement... En vrai, il faut le vivre. Parce que vraiment, nous, en tant que spectateurs, quand on l'a vécu, c'est la toute première fois que je voyais ça, personnellement. Je n'avais jamais vu une interaction avec la salle. Enfin, même pas avec la salle, avec la scène, pour le coup. Et j'ai envie de savoir comment, quand le film va être distribué en salle, comment ils vont le mettre en scène, justement. C'est un happening qui rappelle un petit peu l'utilisation de la 3D dans Twixt, qui avait été très éphémère et avait été pour quelques projections uniquement. Bah voilà, donc ça, il est fort, Coppola, pour créer justement de l'interaction éphémère. Et donc, j'ai hâte de savoir comment ils vont... après le recréer, est-ce que ce sera gardé au montage potentiellement ou pas, en fait, ce passage-là, parce que sans l'interaction, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais effectivement, ça crée un nouveau format, c'est qu'il y a un picture-in-picture dans le film, en fait. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça, et faut être audacieux quand même pour créer ce genre de choses et le tenir en disant oui, je suis Monsieur Coppola, c'est moi qui ai raison.
On verra Quentin, quand vous aurez le film en exploitation, comment vous allez gérer cette partie-là. Ouais. Et un autre film qui était présenté hier, c'était Bird de Andrea Arnold, qui, là, pour le coup, avec une esthétique complètement différente. C'était 2 films très différents qui étaient présentés hier. Beaucoup plus épuré. Alors, il y a un petit peu de VFX et surtout de SFX à un moment dans le film. On va pas... surtout vers la fin du film. Et là, on est plutôt dans quelque chose de naturaliste au niveau de l'image. On a l'impression que c'est une image assez brute. Evgenia, vous l'avez vu, vous, en tant que chef opératrice, comment vous pensez que ces différentes approches, que ces approches entre le Coppola et le André Arnold, en quoi elles sont différentes et comment vous préparez des films où d'un côté il y a beaucoup de VFX ou alors des moments où c'est vraiment très naturaliste? Alors effectivement, l'approche au VFX est très différente entre les 2 films. Là où chez Coppola, c'est préparé dès le début, l'image, il a introduit quelque chose de fantastique, fantasmagorique, mégalo, comme tu dis. Du coup, on est tout de suite prêt à avoir des effets spéciaux. Là où dans le film d'André Arnold, l'esthétique de l'image, elle est très naturaliste, elle est très brute, elle est beaucoup de caméra à épaule, on suit les personnages en plan séquence. Et du coup, c'est un peu moins attendu de voir des effets spéciaux intégrés dedans. Mais j'ai déjà vu un peu l'introduction à ce genre de langage l'année dernière avec le film de Thomas Caillet. Le règne animal. Le règne animal, où l'image était aussi très naturaliste. Et je trouve que c'est un chemin intéressant à prendre, qui pour moi, commence encore à être exploité. Moi, j'ai encore un peu du mal à accepter l'intégration des effets spéciaux à l'intérieur des films très incrustés dans le naturalisme. Mais après, déjà, dans Bird d'Andrea Arnold, il a des petits clins d'œil dès le début du film que ça va aller dans l'univers de cette fille de 12 ans et comment elle voit le monde, comment elle voit les autres. Il y a un moment donné où il donne un regard caméra au début du film quand il se fait couper les cheveux. Et donc, tout de suite, il nous dit « Vous êtes dans un film, donc attendez-vous à voir du cinéma, en fait ». Puis on peut citer le travail du montage aussi, qui est assez intelligemment mené, puisque des images du récit reviennent comme des pensées du personnage principal, et tout ça se glisse très très bien avec un joli rythme aussi. Donc oui, il n'y a pas de sensationnalisme quand ces souvenirs arrivent. Ils arrivent au début, on ne perçoit pas vraiment que ce sont des souvenirs. Et puis après, au bout de quelques secondes, quelques images, on se rend compte qu'on est dans des flashbacks. Et c'est mené très élégamment dans le film à quelques points particuliers des moments de la vie de la jeune fille. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est très élégant et c'est par des touches. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir entendu, quand le personnage de Bird est introduit, plusieurs fois quand il bougeait, du son, des bruits des ailes. Et du coup, moi, j'étais déjà préparée à l'idée que lui, à un moment donné, il va se transformer. Et c'était glissé d'une manière très... presque inconscient pour le spectateur. Et puis finalement, ça prépare un petit peu mentalement à la suite. On va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que c'était des petites incrustations, très subtiles tout au long du film. Question sur le temps de préparation d'un film avec Noémie Merlan pour l'accompagner sur la direction de la photographie. Combien de semaines ou peut-être en mois même vous avez travaillé avec elle? Avec Noémie, on se connaît depuis son premier film, premier long métrage qu'on a tourné ensemble, et on est resté proches depuis ce tournage. Et en fait, on a commencé à discuter de son prochain film dès le début de l'écriture, mais juste discuter d'une manière un peu générale du propos, de ce qu'elle voulait raconter. Et on échangeait régulièrement. Elle m'envoyait des photos, des films qu'elle voyait. Donc ça a vraiment, vraiment duré au moins 1 an. Où parfois je recevais des 10 photos d'affilée d'elle qui disaient « Ah, bah, j'adore ça, il faut qu'on le mette dans le film ». Et après, on a commencé à préparer le film, je pense, 2 ou 3 mois avant le tournage. Et on a vraiment passé beaucoup de temps à faire le découpage ensemble, à regarder les références. Après, évidemment, ça a beaucoup bougé parce que ça a été confronté à la réalité du décor, de nos moyens techniques aussi. Donc oui, 3 mois pour, je pense, découper, discuter lumière, repérer, refaire découpage. Et après, en vrai, Noémie, c'est quelqu'un qui s'inspire
très rapidement et très facilement et qui sait improviser aussi, qui sait rebondir sur les choses qu'elle voit. Donc parfois les matins on arrivait sur le décor, elle disait aujourd'hui j'aimerais filmer ça différemment, et donc on changeait tout, on s'adaptait. Et l'équipe décoration a participé à ces 3 mois ou est arrivée un peu après? L'équipe décoration est arrivée un tout petit peu tard sur le projet, mais je pense 1 mois et demi avant. Chloé Cambournac qui a fait le déco du film, magnifique, grand travail. Il avait beaucoup de boulot, hein. Mais on a effectivement discuté toutes les 3 et de l'esthétique du film et aussi et de la colorimétrie. On voit même sur l'affiche ce jaune, ce vert, ça a été des choses qui étaient voulues par la réalisatrice dès le moment de la pré-production. Oui, ses premières références c'était par exemple les films de Pedro Almodóvar, donc c'est beaucoup de couleurs solaires, parfois primaires, donc oui, ça on a cherché dès le début. Oui. Merci beaucoup Evgenia, on va passer... Et du coup on va passer à Parole de CST. Exactement. Manon, Quentin, pouvez-vous nous présenter la genèse de votre association Inclusif? Oui, alors, Inclusive, c'est né en fait au Challenge Futura Cinéma. Nous, on a fait partie de la première édition, tout à fait, en 2021. Et en fait, c'est un incubateur qui rassemble plusieurs professionnels du cinéma, d'horizons et de compétences différentes, pour les faire réfléchir à des projets pour la reconquête des publics dans les salles de cinéma. Et donc, quand on a participé à la première édition, il y avait un focus vraiment sur les jeunes et les publics empêchés, dont font partie les publics en situation de handicap. Parce qu'il faut rappeler qu'en France, c'est quand même 12 millions de personnes, donc 1 Français sur 6. Et il y a aussi 11 millions d'aidants. Donc, ça représente beaucoup de spectateurs potentiellement qui sont écartés de la salle. Et donc, en fait, moi, j'ai participé à ce challenge et il y avait Léna Nili et Mélissa Charles, qui étaient chez Dulac Cinéma, qui avaient commencé à réfléchir à ces sujets. Et avec Victor Courjon et moi-même, on s'est... du cinéma Le Méliès. Du cinéma Le Méliès de Montreuil. On s'est tout de suite rapproché de ce projet parce que c'est des sujets qui nous tenaient à cœur. Victor, en tant qu'exploitant, est chargé du développement de tous les publics. Moi, en tant que fondatrice d'un ciné-club qui s'appelle Lost in Franchlation, dont le but est de permettre à des non-francophones d'accéder au cinéma français en organisant des projections de films français sous-titrés en anglais. J'étais sensible à ces sujets de la barrière de la langue et j'ai toujours eu une volonté de rendre accessible la salle de cinéma au plus grand nombre. Donc voilà pourquoi on s'est greffé au projet. Et Quentin nous a rejoints un peu après, à un moment où on se posait pas mal de questions sur l'association. Ouais, exactement. Moi, j'ai rejoint Inclusive de manière, on va dire, très standard. Alors, j'ai appris l'existence du projet parce que je travaillais également dans le réseau du Lac Cinéma, au Majestic Passy à l'époque. Et la question de l'inclusion et de l'accessibilité des salles, ça faisait un peu partie de mon quotidien parce que, comme beaucoup d'exploitants, ce n'est jamais extrêmement agréable de devoir parfois indiquer à des spectateurs qu'on ne pourra pas les accueillir. Et je me suis surtout rendu compte que les raisons à cela étaient extrêmement multiples. Parfois, c'est des raisons qui sont vraiment liées aux salles. Des fois, c'est lié aux films, aux copies. Enfin, il y a énormément de questions à se poser. Donc l'envie vraiment était venue... Ce qui vous a rassemblé, c'était de communiquer sur l'existence de séances accessibles. Exactement. Moi, en fait, j'avais un besoin d'informer mes spectateurs qui avaient plein de questions, qui me disaient mais comment est-ce qu'on peut savoir en avance, quand est-ce que... Et il y a plein de moments où je bégayais un peu et que je leur disais écoutez, là, il faudra attendre lundi prochain la programmation pour qu'on puisse connaître nos copies. Enfin bref. De savoir principalement si les films avaient des sous-titres malentendants ou s'ils avaient une audio-description. Exactement. Puis après, il fallait attendre le lundi pour savoir aussi dans quelle salle je les programmais parce que toutes mes salles à l'époque n'étaient pas accessibles PMR. Notamment, enfin, j'ai compris vraiment à quel point la question elle était plurielle et multiple. Donc, je me suis approché d'Inclusive. À la base, c'était surtout pour en profiter. Et puis je me suis rendu compte que en plus de profiter de ce qu'ils avaient déjà créé, que je pouvais être acteur, et étant donné qu'à ce moment-là j'étais encore projectionniste, je me suis notamment intéressé à toutes les technologies d'accessibilité parce qu'il y a certes des demandes de la part du public, d'un public qui en plus est nombreux, comme l'a dit Manon, mais il y a aussi des réponses techniques de la part des salles, il y a des copies accessibles, enfin il existait toutes ces choses-là, et du coup je me suis proposé d'intégrer Inclusive en qualité un peu de responsable de la technique et de cataloguer les technologies qui existaient pour mieux...
de poser ta question, excuse-moi Alexia, juste on peut quand même signaler que tu as largement contribué aussi au recensement que la CST a fait sur son site, sur l'ensemble des solutions d'accessibilité sensorielle. Tout à fait, avec l'aide de nos installateurs, que je remercie d'avoir été présents, de m'avoir répondu, et j'ai compris d'ailleurs, ça a été un peu mes premiers interlocuteurs, à quel point des gens qui étaient sensibles au sujet étaient nombreux et que les bonnes volontés sont multiples, ce qui est très agréable pour nous quand même. Et l'objectif principal d'Inclusive, du coup, c'est de se retrouver, de proposer des choses concrètes. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui se fait en ce moment chez Inclusive ? Alors, au départ, l'idée, c'était de créer une plateforme et une application mobile. Après, au fur et à mesure des discussions, on s'est rendu compte que ça allait être un peu compliqué, qu'on n'avait pas forcément les moyens humains et financiers, et qu'il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte pour faire remonter toutes ces infos et les transmettre de manière accessible au public. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là, aujourd'hui ? Et en discutant avec la CST et avec Retour d'Images aussi, on a décidé de lancer des formations à destination des professionnels du cinéma. Donc, pas uniquement la technique, parce que pour que ça soit pris en compte dans les processus d'exploitation, il faut vraiment que ça parle au plus grand nombre. Donc, on a fait 4 modules, donc technique, communication, un module programmation aussi qui s'adresse aux producteurs, productrices, distributeurs, distributrices, programmateurs, programmatrices, et un module accueil et médiation pour tous les personnels des salles de cinéma qui sont en contact avec le public. Et donc, on a lancé ces formations. D'ailleurs, sur ce dernier module, l'association Ciné Relax aussi devrait rejoindre aussi l'ensemble des associations. On peut citer Cinescence aussi Tout à fait. qui travaille évidemment avec nous sur ces questions. Exactement. Donc voilà, on a fait les premières formations en novembre l'année dernière, puis en mars. Là, les prochaines, ce sera en juin. Et en octobre. Et l'idée de ces formations, c'est aussi qu'on puisse se mettre dans la peau d'un spectateur en situation de handicap, donc de faire des exercices pratiques, des mises en situation. Et c'est aussi que ce soit complémentaire avec le travail que font toutes ces associations dont on est partenaire. Donc Cinescence qui vise à sensibiliser autour des sujets d'accessibilité pour les spectateurs qui ont des déficiences sensorielles. Et qui aujourd'hui, je me permets, lance un programme de formation pour des formateurs. Ouais. Et eux, ce qu'ils font, ils font un travail de recensement des films qui sont accessibles. Et ils les listent sur leur site. Retour d'Images, c'est plutôt à l'initiative de professionnels du cinéma. Et eux, ils organisent avec des exploitants des séances inclusives. Et Ciné Relax, qui s'appelait Cinéma Différence avant, juste pour citer ce qu'ils font, eux, ils organisent des séances en inclusion. Donc ça veut dire avec des publics qui sont non porteurs de handicap. Et c'est plutôt pour un public autiste, souffrant de maladie d'Alzheimer, de troubles psychiques, handicaps mentaux, etc. Avec la lumière qui va être laissée un petit peu pendant la séance, le son plus bas, exactement. Et est-ce que vous avez des liens avec des associations qui ne traitent pas de la question du cinéma ? On a eu des liens avec l'association Valentin AUI, l'association des jeunes sourds aussi. Oui, exactement. On est aussi en lien avec l'AFPA, qui est pour les malentendants également, représenté par Paul Mousny, qui est l'un de nos formateurs d'ailleurs. Et globalement, on travaille du coup justement avec toutes ces associations et on a surtout découvert qu'elles existaient avant nous, de la même manière que les copies accessibles existaient avant nous, que les solutions d'accessibilité existaient avant nous. Et je pense que ce qui nous a aussi motivé à partir d'abord sur des formations entre nous, c'était de faciliter les contacts entre les uns et les autres, et justement de se mettre en position de facilitateur entre des demandes venant d'associations de personnes empêchées, et finalement le cinéma qui a des réponses à leur offrir. Et en fait, finalement, on s'est dit, nous, on peut aussi juste les mettre en contact, essayer d'être le plus présent possible. Il faut savoir qu'il y a d'autres acteurs très importants qui travaillent avec nous, la FNCF, le CNC... Ils sont extrêmement nombreux, les bonnes volontés en tout cas sont très nombreuses, et c'est pour ça qu'on s'est mis en position de facilitateur et qu'on s'est surtout rendu compte que cette application qui était à destination du public, c'était un peu un temps d'eux, et qu'avant il fallait qu'on se réunisse tous ensemble entre des personnes qui sont déjà sensibilisées au sujet, donc des professionnels du cinéma et des personnes qui connaissent parfaitement les questions des handicaps, pour trouver les solutions ensemble, pour ensuite amener la formation au public de manière claire. En tout cas, on sent que vous êtes à différents niveaux, mais tous vraiment sur l'exploitation et la diffusion des œuvres, et très impliqués. Et c'est ça qui finalement vous a réunis aussi. Exactement. Et les principales difficultés, puisque avant Inclusive, des solutions étaient
était présente, mais au final peu utilisée. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent en ce moment? Est-ce que les acteurs prennent de plus en plus conscience, notamment avec la présence d'Inclusif sur le territoire, des possibilités, des choses qui sont offertes à eux pour essayer de rendre leur salle plus accessible? Dans un premier temps, en fait, on s'est rendu compte, et c'est aujourd'hui l'un des grands défis qui nous attend, et on est en train de travailler dessus, notamment avec le SCAR et la CST, sur des problèmes de data. C'est-à-dire que les technologies existent, mais on s'est rendu compte que c'était difficilement visionnable. C'est-à-dire combien de personnes empêchées se présentent dans les salles de cinéma, combien ont accès aux salles et combien n'y ont pas accès. Aujourd'hui, c'est des chiffres qu'on n'a pas. Donc on s'est rapproché également des prestataires de caisse pour que en fait, les séances accessibles soient remontées, qu'on puisse savoir comment elles sont fréquentées, quel type de handicap les fréquente aussi. Et dans un temps 2, là où c'est aussi très important la data, c'est que si on mène des actions, pouvoir comprendre leur impact. C'est-à-dire de se dire, ok, telle action a un impact qui est énorme, d'autres peut-être un petit peu moins. Et je pense justement que, comme je le disais juste avant, le public viendra après, parce que toutes ces choses-là existent déjà, mais que c'est juste qu'on ne peut pas visualiser en fait l'impact de toutes nos actions. Je donne un exemple très très bête. Des copies en audio-description, il y en a plein. Des salles équipées de audio-description, il y en a plein aussi. Mais alors aujourd'hui, un fichier qui permet de savoir combien de fois un équipement est utilisé, ne serait-ce que par semaine ou par mois, on ne le sait pas. Donc finalement, on est équipé. On a la possibilité de le faire, mais on ne sait pas si les gens viennent. On ne sait, en fait, donc voilà, pardon, la data est très centrale et on est très content que le SCAR travaille sur un outil pour centraliser la data et d'autres acteurs qui travaillent avec nous là-dessus. Mélanie, c'est des questions que vous connaissez bien puisque vous avez même réalisé un film sur le sujet. Une série, oui. Que nous utilisons d'ailleurs, dont nous utilisons quelques extraits dans nos formations. Mais avant, juste une toute petite question. Evgenia, est-ce que vous savez si le film de Noémie Merlan aura une version audio décrite et une version SME? Question piège. N'est-ce pas? Non, On demandera à votre producteur alors. Voilà. C'est obligatoire de toute façon maintenant, il me semble, qu'il y ait une version sous-titrée et adaptée audio-description. Donc la question se pose même plus. C'est juste combien de salles vont la diffuser. C'est ça la vraie question. Et j'ai trop envie de savoir aussi pour les datas maintenant. Mais oui, moi effectivement, j'avais réalisé sur ma chaîne YouTube, donc La Manie du cinéma, une série documentaire l'année dernière qui s'appelle Cinéma accessible, qui est en 3 épisodes et qui montre, en fait, c'est des témoignages de spectateurs et spectatrices en situation de handicap. Donc un épisode sur des spectateurs non-voyants ou malvoyants, sourds et malentendants, et en situation de handicap moteur. Et en fait, c'est vraiment juste leur témoignage. C'est pour le coup, on a aussi des témoignages de techniciens justement de l'association Retour d'Image. J'étais allée voir avec eux l'audio-description. Pour les accès PMR, j'étais allée au cinéma de Montreuil qui venait de refaire toute sa salle, enfin tout son cinéma pour être accessible PMR à 100%. Et justement, moi ce que je voulais, c'était avoir des témoignages de spectateurs et spectatrices qui disent en fait ce qu'ils vont pas aussi, parce que c'est eux qui savent mieux que nous qui ne le vivons pas au quotidien. Et en fait, c'était vraiment trop intéressant. Et depuis, moi ce que j'aime bien, c'est que moi mon public, c'est pas un public grand cinéphile, c'est un public qui aime le cinéma et qui s'y intéresse. Et maintenant, je suis juste contente de savoir que eux savent ce que c'est que l'audio-description. Et si je leur dis un STSME, ils savent me dire ce que ça veut dire, ces lettres-là. Et juste ça, je trouve que c'est chouette et que c'est un travail qu'on fait ensemble, en fait, juste de faire comprendre que ça existe, pas forcément au public qui en ont besoin, mais au reste du public, parce que plus le reste du public dira « Ah, peut-être ce serait bien qu'il y ait de l'audio-description dans ma salle, parce que je sais pas, c'est chouette. Ah bon, on va peut-être faire ça. » Donc c'est assez... c'est chouette. Et du coup, pour toutes ces formations et pour avoir accès à ces informations, où est-ce qu'on peut les trouver si on est un exploitant ou un professionnel? Sur le site de la CST. J'aurais pu répondre. Je te poserai des questions demain si tu veux, Mathieu. Et tout de suite... Eh bien, écoutez la petite interview. Bonjour, je suis Nadine Muse, je suis monteuse, enfin plutôt monteuse son. C'est pour ça que j'ai été le plus connue, mais j'ai commencé stagiaire monteuse image. Je fais des stages en 35, c'était en fin des années 60. Et puis après, j'étais assistante et puis chef monteuse et puis plus particulièrement monteuse son parce que c'est les films les plus intéressants qu'on m'a proposés, c'était pour faire ça. Donc, voilà.
Alors mon premier festival, c'est en 1972, parce que j'étais assistante sur un film de Serge Corbert qui s'appelait Les Feux de la Chandeleur, qui était sélectionné à Cannes. Et c'était l'ancien palais des festivals, et voilà, mon premier... j'ai descendu avec le chef monteur, qui m'avait descendu en voiture. Alors, il y en a plusieurs. Je ne peux pas en donner qu'un parce que, je sais pas, j'ai un très bon souvenir de Ceux qui m'aiment prendront le train, le film de Patrice Chéreau, parce qu'il y avait une bonne ambiance d'équipe. Et c'est tous les gens de l'équipe. Et puis, il y avait une belle fête après. C'était un très très bon souvenir. Qui s'est terminé avec un très gros orage, on les a tous fait tremper. Enfin bon, c'est un des souvenirs qui me reste le plus. Ouais. Sinon, j'ai des bons souvenirs aussi. Les films d'Anneke, quand même, qui ont tous été palmés, donc c'était très agréable aussi. J'espère que c'est pour reconnaître que les jeunes techniciennes sont des techniciens comme tout le monde et qu'il n'y a aucune raison de faire des différences entre les garçons, les filles, les jeunes, les vieux. Je pense qu'il y a des qualités quoi qu'il arrive. Donc juste essayer que ça change en le mettant en valeur. Moins de 3 films ce soir sur les marches. Yorgos Lanthimos revient à Cannes avec Kind of Kindness tout à l'heure. Donc Yorgos Lanthimos qui était pris un certain regard en 2009 pour Kino-Dontas, prix du scénario ex aequo en 2017 avec The Killing of a Sacred Deer et prix du jury en 2015 avec The Lobster. Tout à fait, il a fait quelques encartades du côté de Venise pour d'autres films que nous ne citerons pas. Là, il revient effectivement avec son scénariste Eftimis Philippou. Il développe une fable en triptyque, donc autour de 3 personnages, tous autour de quêtes un peu improbables et surnaturelles. Il s'est entouré de Anthony Gasparo, le décorateur du film de Kelly Reichardt qui était présenté en 2022, Showing Up. Et il travaille, évidemment, il faut le citer, au son avec Johnny Byrne, qui était l'année dernière lauréat du Grand Prix technique CST pour The Zone of Interest. Sinon, ce soir, au Canada, le film de Paul Schrader, le cinéaste sulfureux, malheureusement trop connu pour le scénario de Taxi Driver, alors que c'est une œuvre pléthorique et fascinante. Exactement, donc ce soir, il nous présentera Au Canada, qui raconte l'histoire d'un célèbre documentariste canadien qui va accorder une ultime interview à l'un de ses anciens élèves pour parler de sa vie. Et cette confession va être filmée sous les yeux de sa dernière épouse. Donc c'est le premier film en compétition à Cannes pour tous les chefs de poste de ce film, en tant que chef de poste. Andrew Wonder, qui est également réalisateur, en est le chef opérateur. Benjamin Rodriguez Jr. collabore à nouveau avec Paul Schrader, puisqu'il avait déjà travaillé en tant que monteur pour Master Gardener en 2023 et The Card Counter en 2021. Phosphorescente, qui est le nom de scène de l'auteur, compositeur, interprète américain Matthew Hawke, qui va signer la musique de ce film, et Deborah Jensen, qui est la chef décoratrice de Au Canada, qui avait déjà travaillé sur d'autres films qui n'étaient pas en compétition à Cannes, mais pour ne citer que Maestro de Bradley Cooper, et puis également Inside Llewyn Davis des frères Cohen, qui était présenté il y a quelques années déjà. Enfin, 3e film, puisqu'il y en a 3 aujourd'hui et non pas 2, 3 kilomètres jusqu'à la fin du monde d'Emmanuel Parvu. Tout à fait, un film roumain. Le drame d'un adolescent de 17 ans passé à tabac et dont la vie va changer. On peut signaler le directeur photo, Silviu Stavila, qui avait déjà travaillé avec Parvu sur le film Meda. Le montage, lui, il est fait par Mircea Olteanu,
qui avait présenté à Cannes le film de Christian Mungiu, Baccalauréat, en 2016. Voilà pour une journée bien remplie sur les marches. Exactement. Et nous, on vous dit à demain et on se quitte avec les témoignages d'anciens membres du jury du prix de la CST et puis de membres de la CST. Merci à nos invités. Merci. À demain. C'est enfin un prix qui est décerné par des techniciens pour des techniciens. Et je pourrais ajouter des techniciennes, évidemment. L'art et la technique ne peuvent pas être dissociés. Il n'y a pas d'art sans technique.